Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. 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 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi en actualité internationale? Eh bien, on va un peu essayer de comprendre, si vous voulez, l'avenir des dispositifs militaires français en Afrique, parce qu'il faut bien le savoir, depuis le 23 janvier dernier, le gouvernement burkinabé avait demandé aux troupes françaises qui étaient stationnées sur son territoire, environ 400 soldats, des forces spéciales dans le cadre de l'opération Sabre. Ces derniers, donc, la France a bien reçu la notification du gouvernement burkinabé. Et il faut se rappeler que le gouvernement burkinabé avait dénoncé, si vous voulez, l'accord de défense signé en 2018. Cet accord de défense était en fait un accord de défense amendé de celui de 1960, au moment où le pays accédait à l'indépendance. Et donc, dans cet accord, évidemment, le gouvernement burkinabé donc, a dénoncé la totalité de l'accord. Et donc, dans ce cadre, conformément à les prérogatives que lui offre sa souveraineté, eh ben, le Burkina a demandé tout simplement aux troupes françaises de quitter son territoire. Alors, maintenant, le gouvernement a fait savoir que conformément aux dispositions de l'accord, il fallait, pour que les troupes quittent, il faut que l'accord soit dénoncé un mois avant. Et donc, c'est le cas. Donc, dans le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir que les 400 soldats quitteront d'ici la fin du mois de février le territoire burkinabé et l'ensemble des équipements, matériels, toute la logistique qui est là quitterait aussi le territoire burkinabé d'ici fin avril. Et donc, après, en 2022, où on a vu le départ des troupes françaises de la Centrafrique et du Mali, en 2023, on voit évidemment ce départ-là de Burkina Faso, 3 anciennes colonies françaises. Il faut déjà savoir que depuis les années 2000, il y a eu déjà un fort réaménagement du dispositif des troupes françaises en Afrique. Avant les années 2000, on comptait 8000 soldats, des centaines de blindés, sans oublier d'autres équipements, des drones jusqu'à même quelques avions de chasse. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu un changement du dispositif parce que, évidemment, ça commençait déjà sur un plan financier à coûter extrêmement cher aux contribuables français. Et dans une deuxième mesure, il fallait aussi, si tu veux, alléger cette présence-là parce qu'elle commençait à être très très mal perçue par les populations civiles. Et donc, c'est dans le cadre de ce redéploiement-là aussi, lié enfin à la lutte contre le djihadisme et la lutte contre le terrorisme. Et donc, il y a eu un redéploiement de ces troupes-là. Une partie est repartie, une partie des hommes, environ 5000, ont aussi été appelés dans d'autres théâtres d'opération, dans le cadre soit des missions de l'OTAN ou autres. Et donc, ce qui fait qu'on reste à présent avec un dispositif de 3000 hommes qui sont répartis entre Djibouti, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon, le Niger. Il y avait le Mali et le Burkina Faso avec la Centrafrique. Maintenant, il n'y a plus le Mali ni la Centrafrique et il n'y en aura pas au Burkina. Mais ça ne veut pas dire que les 400 soldats vont partir en France. Ils vont être redéployés sur d'autres bases militaires sur le continent africain. Et donc, la question, en fait, la question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est un peu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène ces gouvernements-là, après plus de 60 ans de présence, 60 ans de proximité. Il faut bien comprendre que lorsque les pays africains sont devenus indépendants, les anciennes colonies françaises sont devenues indépendantes, elles ont toutes signé des accords de défense avec la France. Dans ces accords de défense, il y avait 2 volets. Il y avait un premier volet qui concernait la protection des populations, c'est marqué noir sur blanc, population africaine, et la protection, si tu veux, du territoire en question, en cas d'attaque étrangère. Et puis, la deuxième chose, c'était évidemment le suivi et la protection des investissements français sur ce territoire-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle les pays dans lesquels la France avait des intérêts stratégiques très importants, on a vu un déploiement de dispositifs militaires, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, et aussi à Djibouti. Maintenant, en quelque sorte, il ne faut pas aussi oublier que c'est au cours de l'histoire, le rôle des militaires français a parfois été très très mal perçu par les populations. Les actions qu'elles ont pu mener auprès de certains gouvernements
ont pu, au fur et à mesure, amener parfois les populations à penser qu'en réalité, ces troupes militaires françaises-là étaient déployées pour maintenir au pouvoir un certain nombre de chefs d'État qu'elles considéraient comme étant des alliés stratégiques qui avaient plus intérêt à défendre leurs intérêts que les intérêts parfois même de leur propre population. Et parfois c'était perçu ainsi. Je ne pense pas que si on regarde par exemple l'intervention militaire au Gabon en 1964, les populations vont forcément penser que le fait qu'on ait rétabli le président Léon-Mba, ce qui était totalement légal et légitime parce que c'était un président démocratiquement élu, il était en fonction, mais dans d'autres, l'histoire ne va pas forcément retenir ça à tout moment. À un moment ou à un autre, la question va se poser de se demander et si il n'y avait pas eu ce retour par le biais des troupes françaises de Léon-Mba au pouvoir. On peut se poser la même question au Burkina Faso. Vous voyez le ressentiment qu'il y a eu, il ne faut pas l'oublier, en 1987, lorsque le jeune capitaine Blaise Compaoré prend le pouvoir en renversant Thomas Sankara. Tout de suite, il obtient un soutien de la France et pendant 29 ans, pendant 27 ans, Blaise Compaoré va diriger le Burkina Faso en étant solidement soutenu par la France. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui aussi le fait que, et quand on voit par exemple la Centrafrique, où pendant près de 30 ans, on a assisté à un véritable ballet de coups d'État et à chaque fois, on découvre avec stupéfaction que la France a joué parfois un rôle direct, voire indirect, sur chacun de ces changements qu'il y a eu en Centrafrique. Et donc, tout ça aussi peut expliquer l'espèce de ressentiment qui a grandi vis-à-vis de ce ressentiment vis-à-vis de la présence militaire française. Et encore, il ne faut pas aussi oublier, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de ces nouveaux canaux de communication et d'information, ça fait que on entend maintenant d'autres voix et des voix qui ne sont pas forcément des voix officielles, c'est-à-dire des voix qui soient diplomatiques. Et donc, le fait que l'on assiste maintenant à l'arrivée, au fait qu'il y ait d'autres personnalités par d'autres canaux qui donnent une autre opinion que celle qui est l'opinion des canaux diplomatiques habituels, eh ben, ça fait que les langues se délient, les sentiments que l'on pensait pouvoir inexistants parce qu'en réalité, ils étaient enfouis dans le cœur des gens, eh ben, commencent à sortir. Et donc, on assiste à une espèce de déni, enfin pas un déni, à une espèce de rejet, non pas des Français, mais de la politique française en Afrique. Ça aussi, c'est la différence la différence notoire qu'il faut que les gens comprennent. Les Africains, notamment au Mali, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique, ne sont pas contre les Français. Il n'y a pas un sentiment anti-français comme on peut l'entendre dans beaucoup de médias de l'Hexagone. Il y a plutôt un rejet de la politique française sur le continent africain. Et donc, malheureusement, un certain nombre de chefs d'État, peut-être alors fort dépendants, continuent d'exercer ou de donner l'impression que du fait de leur proximité avec Paris, eh ben, en réalité, ils perpétuent ce que l'on appelle cette France-Afrique-là. Et ce qui est d'autant plus choquant, et oui, véritablement choquant, c'est qu'en France, il y a une très mauvaise analyse, je pense, de la situation de cette question-là, notamment en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que lorsque le jeune Emmanuel Macron arrive à l'Élysée, il se rend à Ouagadougou lors de son tout premier déplacement sur le continent africain. Et là-bas, il va faire un discours en avril 2017 à l'université de Ouagadougou. Et devant un parterre d'étudiants, il va faire un certain nombre de promesses. Il va expliquer que lui, il est le premier président français, c'est vrai, qui soit né après les indépendances africaines. Donc, il ne se sent pas, d'un point de vue mémoriel, redevable de cette période sombre-là, qu'il estime celle de la France-Afrique. Et donc, lui, il estime qu'étant un président qui est né après les indépendances, il n'a donc pas cet héritage-là. Et donc, il entend perpétuer cette position-là particulière d'être à la fois un président qui soit né après les indépendances et donc un président aussi qui ne se sente pas, qu'il ait cet héritage de la France-Afrique pour lui, pour véritablement impulser un vrai changement dans les relations entre la France et les anciennes colonies africaines. Et il avait même dit une phrase qui avait fait mouche à l'époque, il avait dit, avec lui, il n'y aurait plus de France-Afrique. Malheureusement,
On a vite compris que, en réalité, à beau chasser le naturel, il revient au galop, avec justement la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et au Niger. Il y a eu une espèce de retour des réflexes, notamment de condescendance et parfois de mépris vis-à-vis des militaires ou des régimes africains. Il y a eu encore, on se rappelle, l'espèce d'injonction que Emmanuel Macron avait donnée en 2019 aux pays du G5 Sahel en les convoquant, en les intimant de passer à l'Élysée pour venir effectivement lui dire si oui ou non il voulait encore maintenir la présence militaire française. Donc ça a été perçu comme une forme de mépris, hein. Le fait que un chef d'État exige de ses homologues une forme, il leur intime comme une espèce d'ordre à venir expliquer un certain nombre de positions que ces pays-là auraient pris. Donc tout ça fait que, il y a cette espèce d'idée, donc on se dit en réalité, les dirigeants français restent les dirigeants français. Ils ont donc ce réflexe-là. Emmanuel Macron, bien que né après les indépendances, il a malheureusement en lui ce même réflexe que ont la plupart des hommes politiques français vis-à-vis de leurs homologues africains. Et donc c'est ce qui va aussi, et malheureusement pour les Français et pour la France, ça ne va pas jouer en leur faveur. Le fait que l'on ait de mauvais résultats sur le terrain, il faut savoir que depuis 2012, la menace djihadiste n'a toujours pas été éradiquée dans le Sahel, la menace terroriste non plus. En dépit de la multiplication des opérations, en dépit de la multiplication des intervenants, il faut savoir que la France, dans le cadre de l'opération Takuba, fait appel également à des forces spéciales de troupes membres de l'Union européenne. Malheureusement aussi, on constate que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et donc, le fait que la France n'ait pas pu saisir ces occasions-là, ça a été des opportunités que d'autres pays ont saisies parce qu'elles estiment que le théâtre de l'Afrique est un lieu d'opportunité. Et durant des décennies, ces pays-là n'avaient pas pu accéder aux mêmes opportunités qu'avait la France ou les autres puissances coloniales sur le continent. Et donc, elles estiment que le moment est venu pour elles aussi faire leur entrée sur le continent africain. Et donc, elles vont passer par tous les canaux possibles. On l'a vu par exemple en Centrafrique, la situation sécuritaire qui s'était fortement dégradée. La Russie s'en est saisie par le biais d'abord d'une coopération militaire, puis par le biais d'un soutien militaire sur le sol avec la présence ou non présumée ou supposée des milices Wagner ou de soldats russes. Au moins le pouvoir de Faustin Archange Touadéra semble s'être stabilisé, ou du moins dans Bangui et donc dans ses alentours. Et donc, il est là au pouvoir. Il y a moins d'instabilité depuis la présence des troupes russes en Centrafrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y en a toujours, mais c'est un peu moins visible. La même chose, et donc c'est au fort de ces résultats-là qu'on peut apprécier de diverses manières que les Maliens aussi ont peut-être estimé qu'en tant qu'État souverain, et vu que la situation ne s'améliorait pas, ils avaient peut-être une carte à jouer en essayant de faire intervenir également la Russie dans la résolution de cette question terroriste. Et donc cette question sécuritaire est devenue une question politique qui en plus était exacerbée par le fait de la guerre en Ukraine, où on a une espèce de double théâtre d'opération, ou du moins d'influence, en Europe parce que la France soutient l'Ukraine, sur le continent africain parce que la France aussi s'oppose à l'arrivée des Russes, notamment au Sahel et ailleurs. Donc tout ça fait que, évidemment, avec tout ce ressenti qui s'était accumulé durant les générations, on assiste aujourd'hui à une espèce de montée en puissance dans les opinions publiques d'une réelle volonté d'abord de s'affranchir de la présence française, incarnée surtout par la présence militaire, et surtout la volonté de la part des peuples africains d'asseoir leur liberté, leur souveraineté en tant qu'État indépendant, et cela s'exprime justement dans leur volonté de vouloir multiplier les partenariats. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils veulent couper les relations avec la France. Les relations avec la France, elles sont historiques. Elles ne peuvent pas se couper du jour au lendemain comme ça, étant donné la proximité que nous avons, étant donné la culture que nous avons en commun, le partage de la langue française, le partage aussi d'événements historiques, de cette mémoire collective que nous avons en commun, qui est encore très vivace dans l'esprit de chacun des Africains. Et donc, au moins, les Africains veulent maintenant ne plus avoir cette espèce de relation exclusive avec la France. Ils veulent pouvoir l'exprimer en choisissant librement leur partenariat ailleurs, que ce soit avec l'Inde,
la Chine, la Turquie ou bien n'importe quel autre pays qui estime pouvoir, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, apporter également leur pierre à l'édifice du développement des pays africains. Donc il faut bien que les gens comprennent que cette montée, ce recul de l'influence africaine est d'abord dû en partie à cause de la mauvaise image que la France a peut-être à son fort dépendant, cette mauvaise image qu'elle incarne dans l'esprit des populations africaines, notamment liée au passé sombre de la période de la France-Afrique. Deuxièmement aussi, il y a les échecs répétés en ce qui concerne la lutte contre le djihadisme, et donc le fait que les promesses de paix et de sécurité qui étaient incarnées par cette présence militaire-là ne se révèlent pas sur le terrain. Et donc, il y a cette deuxième déception-là qui vient s'ajouter. Et puis, en troisième lieu, il y a cette jeunesse africaine qui est maintenant éduquée, qui a accès aux réseaux sociaux, qui a accès à l'Internet, et donc qui aspirent à un autre futur, et pour eux ce futur-là doit passer dans le cadre de relations gagnant-gagnant avec d'autres puissances et non plus prioritairement avec la France. C'est pour ces trois raisons, à mon sens, que l'on observe ce recul de la France-là, et malheureusement, quand je parcours la plupart des grands éditorialistes français, ils font une analyse qui me semble biaisée, parce qu'ils ne se remettent pas véritablement en question. Ils se remettent très peu en question. Uniquement, c'est vrai, sur le rôle que les gouvernements français ont pu jouer durant la période de la France-Afrique, mais ils ne se remettent pas fondamentalement en question dans les relations qu'ils entretiennent avec les pays africains, et ils prennent la Russie et la Chine comme étant des boucs émissaires pour expliquer leur recul en termes d'influence sur le territoire africain, ce qui est absolument faux. Les premiers responsables du recul de cette influence-là, ce sont d'abord les Européens eux-mêmes, donc les Français en tête. Et ensuite, il faut bien comprendre que les Africains aussi ont gagné en maturité. Ils se sont émancipés sur le plan intellectuel, et donc ils veulent jouir de toutes les libertés que leur offre leur statut d'État indépendant, en multipliant notamment les partenariats gagnant-gagnant. Donc les forces françaises vont partir du Burkina. Oui, elles vont quitter le Burkina malheureusement. Mais est-ce que ça a été officiellement annoncé par la France? Oui, ça a été officiellement annoncé par la France, mais ça ne veut pas dire une fin de la coopération aussi militaire avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso a demandé à la France de lui fournir, dans le cadre de cette coopération militaire, un certain nombre d'équipements militaires, des armes légères, des équipements de transport de troupes, des équipements de blindés légers. Maintenant, reste à savoir si la France va honorer cette demande-là, parce qu'elle est un peu sceptique. Il faut savoir que depuis l'arrivée du jeune capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle une milice populaire, qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie. Et donc, c'est à peu près 90 000 hommes qui ne sont pas des militaires. Et donc, la France craint que le fait que l'on leur donne, si elle devait donner ces armes au gouvernement burkinabé, que ces armes-là, se retrouvent entre les mains de ces volontaires pour la défense de la patrie, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas des soldats, et donc avec les risques de voir peut-être commis des abus ou des exactions sur le terrain. Et donc, la France, pour le moment, n'a pas encore répondu à cette demande, et je crois que peut-être qu'elle va y répondre ou peut-être pas, mais ça, c'est quand même assez compliqué pour elle. Merci, c'était Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.